Un autre schéma qui va faire que tu vas pas réussir à sortir de ton habitude, c'est de vouloir radicalement tout changer d'un coup. La personne qui mange des hamburgers, des pizzas, kebabs, très sucrés, d'un coup se dit je veux passer à une vie qui est saine. C'est ok de faire ça, mais c'est possible qu'en se demandant tellement. Il y a des études là-dessus. On n'est pas très bon, l'être humain, pour être face à une montagne. Un des schémas dans lequel on peut être, c'est visualiser ce que j'ai envie de mettre en place ou envie de faire comme quelque chose de tellement gros et tellement énorme que du coup, je manque d'oxygène, je sais pas par quoi commencer, je sais pas comment faire. Et donc du coup, ça peut être un déclencheur qui va aller me faire manger, qui va aller me faire autre chose, qui va aller me faire aller sur les réseaux sociaux. Parce que la racine, c'est que je regarde mon gros projet et je sais pas les étapes par lesquelles je vais devoir passer pour y aller, et ça c'est normal. Et je pense que la clé, ça serait d'avoir les étapes, alors qu'en fait, souvent, revenir sur c'est quoi la première étape actionnable maintenant dans la journée, dans la semaine, et se concentrer uniquement sur le début de l'histoire, ça va permettre de retrouver de la motivation, parce que la motivation, elle est beaucoup liée au cerveau qui a de la certitude qu'il est en capacité d'accomplir. L'idée, c'est pas de trouver de la certitude, d'aller en haut de la montagne parce que c'est énorme. L'idée, c'est de dire, je peux déjà aller sur cette petite butte, ça c'est accessible, je vais déjà aller là-bas et puis on verra. Quand je me demande trop et que je me demande quelque chose qui a l'air de rien, peut-être ce que je veux pas ou un fantasme, ça va générer l'opposé. Donc typiquement, interdiction égale compulsion. Si je me dis que par exemple du jour au lendemain, je veux plus toucher les réseaux sociaux, je veux que ça soit 6 jours sur 7 pour les 10 ans qui viennent, il y a une partie de moi qui peut à la fois trouver que c'est inaccessible, ou alors c'est plus fin, que ça ne correspond pas à ce que je veux au fond. Et auquel cas, je vais essayer tellement de vouloir me l'interdire, et c'est le phénomène du régime. C'est prouvé qu'il y a plein de régimes qui au final font que la personne elle a plus de poids, elle prend plus de poids après le régime qu'avant, parce qu'elle s'est tellement contrainte, elle a fait tellement preuve de résistance et de volonté pour tenir ce régime qui est indigeste pour elle, qu'au moment où c'est terminé, ça lâche. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une stratégie qui est beaucoup plus branchée sur un objectif que sur un processus. C'est vraiment hyper important ce truc-là, c'est que je suis en train de me dire je veux avoir tel poids pour mon mariage ou pour rentrer dans ma robe ou tel poids pour mes vacances, alors que les personnes qui sont fit, qui sont minces, réfléchissent pas comme ça. Les personnes qui sont minces réfléchissent pas en mode je veux être mince pour telle date. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils réfléchissent plutôt en mode système ou en mode habitude quotidienne. C'est plutôt je suis quelqu'un en bonne santé, je suis quelqu'un qui prend soin de moi, par conséquent, je fais attention à ce que je mange. Et donc, c'est la conséquence de leur identité, plutôt que j'essaye de tenir pour atteindre quelque chose qui est à l'échelle de 2 mois, 3 mois ou 1 an, et qui fait qu'une fois que c'est fait, tu craques. Il y a un phénomène qui s'appelle la licence morale, moral licensing, et en fait, c'est l'idée que quand tu fais un effort pour faire quelque chose que tu estimes de bien, tu vas avoir une tendance à du coup compenser en t'autorisant à faire quelque chose que tu estimes moins bien. C'est l'exemple typique de j'ai tellement forcé la salle de sport que du coup j'ai bien le droit à prendre une glace. Et du coup, c'est pas forcément sensé parce que tu peux avoir perdu 200 calories au sport et manger pour plus que ce que tu as fait de sport. L'autre phénomène, et là il y a une étude scientifique là-dessus, donc ils prennent un groupe d'individus et ils les suivent quand ils vont aller faire leurs courses et ils induisent un comportement qui est le fait de privilégier une nourriture qui est plutôt écologique, qui préserve la planète. Et en fait, quand ils sortent du centre commercial, ils divisent le groupe en deux et ils leur proposent de faire un don pour une association à but non lucratif. Et en fait, ils se rendent compte que ceux qui ont fait un effort pour faire le bien de la planète ont une tendance du coup à compenser et en se disant j'ai déjà fait ma part, et donc du coup à être moins généreux en ce qui concerne l'aide à cette association. Donc c'est hyper intéressant parce que ça montre que tu as fait un effort d'un autre côté, tu vas compenser de l'autre. Donc du coup, pour revenir sur le point des habitudes, encore une fois, quand parfois tu te demandes un trop gros extrême, ça peut générer l'opposé. Donc une bonne stratégie pour sortir de ce schéma-là, c'est par exemple de se créer un petit peu des soupapes de respiration. Une des connues, c'est un peu le cheat meal par exemple, où du coup, tu as le droit à tricher 1 jour sur 7. Mais ça peut être aussi de te dire j'ai pas le droit de ne pas le faire 2 jours d'affilée. Ça peut être aussi de te demander moins que ce que tu avais imaginé dès le début. Donc voilà, il y a plein de manières de créer une soupape de respiration qui fait que d'un coup, c'est pas un truc insurmontable où je vais plus avoir le droit de respirer en fait.
beaucoup de gens pensent que la gestion de l'habitude repose sur la volonté. Que la clé, c'est d'être capable avec la volonté de ne pas prendre ta cigarette, avec la volonté d'aller faire ton footing, avec la volonté de ne pas prendre ton café. Et en fait, il faut plutôt voir la volonté, non pas comme quelque chose à utiliser au quotidien. Il faudrait voir la volonté un peu comme dans les jeux de vidéo de voiture, où tu as un petit stock de nitroglycérine, et tu en as un petit stock qui te permet, que, voilà, si tu es un peu en retard ou si tu es en galère, d'appuyer sur le champignon et tu vas accélérer. Mais c'est pas avec ça que tu vas gagner la course. Et c'est un petit peu cette idée-là, c'est que paradoxalement, les personnes qui sont bonnes pour transformer leurs habitudes ou les maintenir, ce sont des gens qui designent l'extérieur de leur vie pour faciliter en fait la gestion des habitudes. Typiquement, le fait de choisir un environnement d'amis, un environnement de travail, de gens qui ont les habitudes que tu veux, c'est déterminant. Et pourquoi? C'est parce que c'est tellement plus dur de manger sain si autour de toi, tu as des gens qui mangent du sucre, qui mangent régulièrement des cookies, qui te les présentent. Et c'est dur à 2 niveaux parce qu'un truc qui est important de comprendre, c'est que le cycle des habitudes, il est en 4 étapes. Et la première étape des habitudes, c'est le fait d'avoir un déclencheur. Déclencheur qui peut être soit interne, c'est une émotion, une sensation, une pensée, ou un déclencheur externe, quelque chose que tu vois. Il faut savoir que quand tu compares l'espace qu'occupe chacun de nos sens dans notre cerveau, la vue occupe une proportion de notre cerveau qui est surréaliste. Et donc, c'est le sens qui a le plus d'impact. Et donc, c'est le sens auquel il s'agit d'être le plus vigilant. Et donc, typiquement, le simple fait de voir des cookies, du Nutella, du sucre, de voir, par exemple, il y a des études qui montrent que tu es en train de travailler. Tu as ton téléphone qui est côté face, donc tu vois l'écran qui est posé devant toi. Ta concentration, elle va être diminuée. Et en plus de ça, le nombre de fois où tu vas être distrait augmenter. Tu vas me dire, oui, David, je sais, mais la clé, c'est de le retourner et mettre la face contre le bureau. En réalité, le simple fait d'avoir ton téléphone, même sur le côté de ton champ visuel, donc tu n'as même pas conscience de ton téléphone, le fait qu'il soit là va avoir tendance à réduire ta concentration et te faire beaucoup plus envie d'aller dessus. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne beaucoup par déclencheur, par ce qu'on voit. On va voir une bouteille de coca, on a soif, et les pubs utilisent tout le temps ça. On voit un hamburger, ça nous donne faim. On voit une photo sexuelle, ça crée du désir sexuel. Et c'est hyper important de comprendre qu'on fonctionne comme ça. Et tes amis sont des déclencheurs. C'est-à-dire que comment ils vivent va te rappeler plein de choses. Ils participent à la première étape des habitudes qu'est le déclencheur. Mais ils participent aussi au niveau de tes croyances. C'est-à-dire que si tu vois des gens qui te disent « Ah non, c'est pas possible, je vais pas y arriver », c'est beaucoup plus dur que si tous tes amis ils partent du même stade que toi et tu les vois progressivement le faire. C'est normal pour eux, ça va devenir normal pour toi. Il n'y a pas tant de réflexion. Donc voilà, designer ton environnement, c'est quelque chose de clé. Donc ça passe par tes amis, mais ça passe aussi par peut-être mettre des fruits visibles et à l'inverse, cacher ce que tu n'as pas envie d'avoir. Ça peut être le fait d'enlever ton téléphone. C'est prouvé qu'un bureau, par exemple, rangé, va faciliter la concentration parce que tu vas avoir moins tendance à être distrait. Étonnamment, par exemple, dans des contextes de créativité, le bordel, ça peut être un facteur qui favorise la créativité. Donc, ça montre bien qu'en fonction de ce que tu veux, ça peut être déterminant. Il y a des études qui montrent que ça vaut le coup aussi, si tu as l'espace pour, de dédier des endroits de ta maison à différentes typologies d'habitudes. Par exemple, dédier ton canapé peut-être à un espace de lecture, dédier la table de ta cuisine à un moment peut-être plus de concentration, dédier, je sais pas, un endroit où tu es debout pour de la créativité. En faisant ça, justement, tu crée un ancrage où le lieu visuel devient un symbole de l'habitude, ce qui fait que tu rentres beaucoup plus dans le schéma sans même que tu aies besoin de faire d'efforts. Le cerveau, il adore la gratification immédiate et donc c'est intéressant de te demander comment tu peux rendre cette habitude gratifiante à très court terme pour que du coup, ça t'apporte quelque chose. Ça peut être en te disant que si tu le fais, tu vas faire quelque chose qui te plaît derrière. Ça peut être en le faisant à plusieurs et célébrer ensemble. Enfin, il y a plein de manières d'associer du plaisir immédiat avec une nouvelle habitude. Une remarque qui revient souvent, c'est que les clés qu'on a vues sont en réalité possibles qu'avec un vrai niveau de confiance en soi. Effectivement, oser aller vers ses rêves, être ambitieux ou simplement avancer au quotidien demande de vraiment croire en soi. Et peut-être que tu te demandes comment ça se fait que certaines personnes semblent avoir une confiance en soi presque illimitée alors que d'autres luttent tous les jours pour s'affirmer, croire en elles et oser faire ce dont on a parlé. Donc si t'es du genre à vouloir avancer, j'ai créé un nouveau guide d'une 30aine de pages. Dedans, je parle des 7 pires conseils et astuces pour gagner confiance en toi. Ce sont les 7 méthodes largement répandues et trop souvent mal interprétées. Et je suis prêt à parier que t'en appliques au moins une d'entre elles, au moins une fois par semaine. C'est ce qui, paradoxalement, t'empêche de prendre confiance en toi durablement. Pour découvrir ces 7 mauvaises habitudes, clique sur le bouton qui apparaît juste là et je te l'envoie par mail dans les quelques minutes. Et tu verras, dedans je rentre dans le détail de comment tu peux faire pour développer la confiance que tu as envie de développer.